Si j'ai pas confiance, je ne pourrai pas trouver le bonheur. Si je doute de tout jusqu'à ne pas entreprendre d'action, je ne pourrai pas construire mon bonheur. Beaucoup de gens arrivent chez un coach de vie ou un thérapeute en disant qu'ils aimeraient avoir davantage confiance en eux. Et la question qui se pose, c'est pourquoi? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez plus sûr de vous? On s'est aperçu que les personnes qui avaient beaucoup d'estime pour elles-mêmes étaient plus performantes ou plus productives dans leur vie professionnelle. Quand on a une opinion positive de soi, on a aussi tendance à voir le monde et l'avenir sous un jour meilleur. J'ai parfois le sentiment qu'il y a deux Rogna. Il y a la Rogna sûre d'elle qui ose taper du poing sur la table pour négocier son salaire et refuser des boulots qui ne lui plaisent pas. Elle branche les beaux mecs dans les bars, porte des tenues qui en jettent et se teint les cheveux, en rose. L'autre Rogna, en revanche, est rongée par le doute. Elle remet toujours les décisions à plus tard et croit que ses réussites ne sont que des effets du hasard. Alors comment faire gagner la Rogna pleine d'assurance? Quel est le secret pour construire au quotidien, pas à pas, la confiance en soi? Anissa Loussif est anesthésiste, jeune maman et humoriste de stand-up. Autant dire qu'il lui faut une bonne dose de confiance en ses capacités. Enfant, elle était timide et peu sûre d'elle. Aujourd'hui, elle se produit sur scène devant un public nombreux. Comment a-t-elle réussi à vaincre ses inhibitions et à oser se soumettre au jugement des autres? Jörg Kohl a 69 ans. Il est entraîneur de karaté. Selon lui, la confiance en soi découle de la discipline physique et de la détermination. Maçon de formation, il a grandi en RDA, a travaillé comme cascadeur, puis a connu une période difficile après la chute du mur. Par la suite, il est parti pour Okinawa suivre la rude formation des maîtres de karaté japonais. Comment les arts martiaux l'ont-ils aidé à gagner en assurance? La confiance en soi, c'est une expression de tous les jours. Je préfère parler de sentiment d'efficacité personnelle. C'est plus précis et donc plus déterminant pour moi. Es-tu conscient que ton travail, ta personnalité et aussi ta façon d'être ont un impact positif sur ton environnement? Pour répondre à cette interrogation, il faut se connaître soi-même. Et la toute première question, et aussi la plus importante que je dois me poser, c'est « Qui suis-je » Ah, Anissa. Bonjour. C'est tellement propre ici. Eh oui, bienvenue à Düsseldorf. Carrément. Si tu m'avais interrogé il y a 1 ou 2 ans, j'aurais dit jamais, au grand jamais, je reviendrai vivre à Düsseldorf. C'est trop ringard, c'est trop petit. Et maintenant, j'y habite. Tu trouves ça ringard? Peut-être que je me fais vieille, mais je trouve la ville assez charmante. Au début de la vie, la confiance, elle vient des autres. On est un petit enfant très fragile, très démuni, très dépendant. Un petit enfant de 2 mois ou de 6 mois ne va pas prendre confiance en lui tout seul. Quand on a toujours entendu « tu ne sais pas faire ça » ou « mets-toi derrière » ou encore « ta sœur est plus douée que toi pour ça », on va intégrer ces appréciations qui vont faire partie de notre apprentissage de la vie. Et par la suite, il va falloir s'en libérer. Sur scène, je te trouve super impressionnante. D'où te vient cette confiance en toi? Tu étais déjà comme ça quand tu étais petite? Absolument pas. Pas du tout. Non. Quand je sortais de chez moi et que je devais parler à quelqu'un, dans n'importe quel type de situation, mettons par exemple que je devais demander quelque chose au supermarché, c'était une véritable épreuve. Et j'avais aussi une toute petite voix. C'est devenu un problème à l'adolescence parce qu'on a envie d'autonomie et de régler des choses par soi-même. C'est là que je me suis dit, bon, il faut que je m'exerce un peu, que je m'entraîne à prendre sur moi. Si je dois aller me renseigner dans un magasin ou parler à la personne à la caisse, je dois apprendre à être plus détendue dans mes interactions avec les gens. À ton avis, qu'est-ce qui a fait que tu manquais d'assurance? J'ai grandi dans une famille de 6 enfants. Il y avait toujours beaucoup de bruit à la maison et c'était difficile de s'imposer. J'avais 2 frères aînés et il fallait sans arrêt leur tenir tête, ne serait-ce que pour qu'ils m'écoutent. Et je crois aussi que le fait d'être musulmane et de porter le hijab en Allemagne ne facilite pas les choses. Tu te souviens des séances de photos de classe? Oh là là, allez, on sort pour la photo.
Une fois, la photographe m'a dit « Tu peux sourire un peu plus? Montre-toi un peu plus confiante malgré ton foulard. » Je devais avoir 13 ans. On m'a souvent renvoyé cette image d'enfant peu sûre d'elle. Les expériences discriminatoires, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse de racisme ou d'homophobie, sont destructrices pour la confiance en soi. Lors des entretiens que j'ai réalisés pour mon livre, beaucoup de gens m'ont parlé du harcèlement scolaire subi au collège, donc à leur adolescence. Et ils n'avaient pas du tout conscience que cela avait eu des conséquences délétères sur leur estime d'eux-mêmes. Je suis ce que mon passé a fait de moi, mais je ne suis pas simplement cela. J'ai peut-être été victime de harcèlement à l'école, mais je ne suis pas simplement un enfant harcelé. Le simple fait de verbaliser ce qui s'est passé, de le restituer sous forme d'histoire, a des effets très positifs. Mettre tout cela en mots, en faire un récit, avec un début, un milieu et une fin, permet à la personne de digérer les événements. Et quand il s'agit d'une histoire négative, de comprendre que la souffrance est circonscrite. Est-ce que tu as vécu des expériences décisives dans ta jeunesse? Des moments clés où tu as décidé de t'affirmer, de faire preuve d'assurance? Oui, je pense à une anecdote en particulier. À 15 ans, il a été question de me poser des bagues pour corriger mes dents écartées. C'était aussi mon souhait. Et en consultation, la dentiste a dit « Oh non, ce serait dommage, on n'est pas obligé d'être tous pareils ». Ça m'a beaucoup marqué. À partir de là, je me suis dit « Je peux assumer qui je suis et m'accepter comme je suis ». Est-ce qu'il y a eu des paliers concrets qui t'ont permis de construire ta confiance en toi? Recevoir mon diplôme de médecine et mon autorisation d'exercer, c'était une chouette étape. Ensuite, j'ai eu mes premières réussites professionnelles et la confirmation de mes compétences. Il y a aussi eu mon premier cachet de comédienne de stand-up. Ça m'a aidé à surmonter toutes les résistances autour de moi. Mon entourage m'a beaucoup soutenue, mais c'est une réussite que je dois surtout à mon travail. Je le vois chez moi. La confiance en soi vient aussi beaucoup de l'extérieur. Quand tu es sur scène ou au bloc opératoire, quelle importance tu accordes aux réactions des gens? Quand quelqu'un nous fait part de sa réaction, souvent sans filtre, ça peut sur le coup provoquer une émotion négative. À l'hôpital, après une garde en soins intensifs, on a toujours un débriefing le lendemain matin, lors de la réunion de service. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de prendre un peu de recul. Si on me fait des reproches, je me demande si c'est vraiment si grave que ça. Par exemple, on te dit « le rapport médical n'était pas prêt ». Ça peut être énervant. Mais en fait, c'est rien. C'est ça. Ce n'est pas parce que je n'ai pas terminé un rapport médical que je suis une mauvaise anesthésiste. Ce qui peut être salutaire dans ce genre de moment, c'est de faire le compte de ce que je fais bien. C'est un travail qui consiste à additionner ses atouts. On va établir une liste et mettre un signe plus derrière chaque chose qu'on sait faire et un signe moins quand on est moins performant. Et on s'aperçoit qu'à la fin, le solde est très positif. Mais il y a des personnes qui procèdent par valeur multiplicative. Et si l'une de leurs lignes est égale à 0, alors ils vont tout multiplier par 0 et le total sera nul. C'est important de s'auto-congratuler. On peut se donner à soi-même une tape sur l'épaule quand on fait quelque chose de bien. Ça n'est pas dans notre culture, mais on a le droit de se féliciter pour une réussite. Soyez fiers de vous. C'est la base de la construction du sentiment d'efficacité personnelle. La confiance en soi est donc une question de dosage. Il est important de ne pas verser trop de composants amers dans notre cocktail, mais d'ajouter aussi des saveurs sucrées. Et on y va généreusement. L'avantage, c'est que le petit chimiste, c'est moi. Je peux concocter moi-même ma confiance en moi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le proverbe peut paraître éculé, mais il est très vrai. Pour apprendre à jouer d'un instrument, il ne sert à rien de lire des livres. Il faut prendre sa guitare ou son violon et jouer. Même chose pour la conduite ou le sexe. On apprend par la pratique. Et j'en reviens au sentiment d'efficacité personnelle qui est si important en psychologie. Faire, ça permet de s'apercevoir qu'on peut résoudre soi-même des problèmes, ce qui apporte un sentiment de satisfaction, lequel me donne de la force. Et cette force va à son tour me rendre plus résilient face aux problèmes du monde.
On place la main droite à hauteur de la gauche. Et on replie le bras. On recommence. Encore 2. Et qui aille. Je suis au cours de karaté de Sensei Jörg. Ici, la confiance en soi s'acquiert au prix de l'effort physique. Doucement, doucement. Pour une cérébrale comme moi, c'est un défi. Surtout quand on atterrit dans le cours des ceintures noires. Contracte bien. Contracte le corps. Contracte tes muscles. Voilà, comme ça. D'accord? La main ici. Attends, bien contractée et vas-y. C'est pas encore ça. Et on se détend un peu. Tout ce qui permet de se sentir à l'aise dans son corps, qui crée une connexion à cette dimension physique, se percevoir comme un tout, permet de booster la confiance en soi, de se sentir plus fort, d'être présent à soi-même. Et pour ça, il existe plein d'activités comme le yoga, le karaté ou la danse. Quel est le rôle de la discipline et de la volonté dans tout ça? Elles sont extrêmement importantes. Sans discipline ni volonté, on n'arrive à rien. Si je veux maîtriser un mouvement ou une activité, qu'il s'agisse de savoir opérer à cœur ouvert ou d'apprendre à écrire, j'ai besoin de répéter le geste au minimum entre 700 et 1000 fois pour entrer dans la catégorie des débutants. Ensuite, de 30 000 à 50 000 fois, on est dans la catégorie intermédiaire. Et à partir d'1 million, on fait partie des maîtres. C'est ce qui se passe pour un médecin, par exemple. Il doit être extrêmement méticuleux, et ces répétitions constantes, c'est le secret pour exercer son métier correctement. L'entraînement physique te prouve que tu peux repousser tes limites. Ça ne renforce pas seulement ton corps, mais aussi ton mental. Ça te donne une immense assurance. Mais il faut savoir s'entraîner 4 heures d'affilée. Dans ma formation, il fallait remettre la ceinture blanche, redevenir débutant, recommencer à zéro et faire 4 heures d'entraînement. On commençait par 2 ou 3 000 coups de poing, et tant que le camarade près de moi était là, je n'abandonnais pas. Et personne n'a abandonné. Aujourd'hui, c'était beaucoup trop dur pour toi. Les cours pour débutants ne se déroulent jamais de cette manière. Ce n'est pas pour rien qu'on commence par la maternelle et qu'on enchaîne avec la primaire, le collège, puis le lycée, avant d'entamer l'université. Sauter 15 classes, c'est pas facile. Oui, il faut y aller pas à pas, faire son petit bonhomme de chemin, un pied devant l'autre. Tu retournes régulièrement au Japon auprès de tes maîtres. Qu'est-ce qui t'impressionne chez eux? Ce sont d'abord des modèles de discipline. En ce moment, mon maître suit un traitement très lourd. Concrètement, il a subi 40 séances de radiothérapie en 2 mois. Et pourtant, il va 2 fois par jour au dojo. Et voir cette ténacité en direct, c'est très émouvant. L'école dont je fais partie à Okinawa, c'est vraiment l'élite du karaté. Ils sont tous assez âgés aujourd'hui, mais ils vont chaque jour au dojo, aussi sûrement qu'ils vont boire, manger ou dormir. Et ce, malgré leur handicap, ou parfois des situations personnelles compliquées. Il faut admirer le talent de l'autre pour se nourrir de la possibilité de son propre talent. Pourquoi? Parce que le monde est très conformiste. Il est très normé. C'est difficile de se dire « moi, je vais le faire à ma manière. Moi, je vais oser devenir une singularité exemplaire. Moi, je vais cultiver mon originalité. » Et d'ailleurs, Aristote disait que ça sert à ça, l'admiration. Je me dis que c'est possible. Si ça a été possible pour lui, c'est que c'est possible pour moi. Avec Jörg, le professeur de karaté, j'ai appris que la confiance en soi s'acquiert pas à pas, à travers des exercices et des expériences positives. Ça vaut pour le sport, mais aussi pour toute profession et toute activité. La répétition renforce ma confiance en mes capacités. Avoir un modèle sert de repère, m'encourage à persévérer et à ne pas me décourager trop vite, surtout quand la vie ne me sourit pas vraiment.
Ce soir, Anissa va se produire dans un petit comédie club. Un galop d'essai pour sa première tournée solo, qui sera à la fois un grand pas dans sa carrière et un saut dans l'inconnu. Comment tu gères quand tu lances une punchline qui tombe à plat? Dans ces cas-là, je me demande si ça vient du public ou si c'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux. Parfois, ma performance est filmée. Ça permet de relativiser. Je peux regarder si c'était objectivement mauvais ou si ce n'était qu'une impression. Ça me paraît intéressant de le savoir. Il m'arrive d'inventer des blagues que personnellement je trouve géniales, mais Pas les autres. oui, je suis la seule. Mais parfois, ça vient simplement du fait qu'elles sont mal formulées. Tu penses que pour développer sa confiance en soi, il faut sortir de sa zone de confort, comme on dit? Je pense que oui. Je crois que le fait de devoir s'adapter à de nouvelles situations renforce beaucoup la confiance en soi. J'étais interne ici, dans un hôpital à Düsseldorf. Ils voulaient me garder. C'était un petit établissement, je connaissais tout le monde, on s'entendait super bien, on se marrait en salle d'opération. Mais quelque chose en moi me disait « il faut que tu partes ». C'est comme ça que je me suis installée à Berlin, une grande ville, pour travailler dans un CHU et aussi à la Charité, un hôpital très réputé qui impressionne. Le but pour moi, c'était de ne pas commencer ma carrière dans un endroit où j'avais énormément d'amis et suivre la voie toute tracée que la plupart des gens choisissent. Je me disais qu'il y avait quelque chose qui m'attendait et que je devais le découvrir sans filet de sécurité. Si je sais que je peux fonctionner à Berlin, à Londres et dans différents métiers, ça signifie que je suis capable de reproduire ça partout, par mes propres moyens. Là, je peux me dire que ce n'est pas un hasard. C'est très important de s'exposer à des situations de stress. Dans le milieu professionnel, il arrive souvent que les personnes qui manquent d'assurance évitent de devoir prendre la parole en public. Dans un contexte de travail, il ne faut pas hésiter à se mettre en avant ou se porter volontaire pour certaines tâches. C'est crucial. Et dans ce cas, bien sûr, il est utile de bien se préparer pour arriver tout à fait prêt. Quand on monte sur scène, on va ressentir de la peur. Dans cette situation, c'est tout à fait naturel. La peur est la manifestation d'un sentiment profondément ancré en nous, à savoir la honte. Ce qu'on fait dans nos formations, c'est d'abord d'amener les gens à comprendre d'où vient cette peur. Qu'est-ce qui la déclenche? Qu'est-ce qu'on risque en cas de prestation de qualité moyenne, voire relativement médiocre? Qu'est-ce que ça va changer dans notre vie? Ensuite, on va leur fournir des outils pour paraître sûrs d'eux en public. On monte lentement sur scène ou vers l'endroit d'où on va parler, en étant bien conscient de chaque pas. On prend possession des lieux. En dessous de la ceinture, rien ne bouge. Le buste est droit, on peut pivoter légèrement sur ses hanches. Et on établit un contact visuel avec l'interlocuteur. C'est une preuve de confiance en soi. On applaudit Anissa Loussif. Salut Düsseldorf. Je suis maman depuis peu. Et quand j'étais enceinte, on m'a annoncé que ce serait un garçon. Je me suis donc mise à chercher des prénoms masculins arabes et du coup, j'ai téléchargé une appli où on en trouve plein. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle s'appelle Uber. Et quand j'irradie cette confiance, la réaction du public, c'est de se dire « quelle assurance !» Ce qui me met encore plus en confiance. C'est un cercle émotionnel vertueux. Dans ces situations, l'humour est un élément important, surtout quand il s'agit d'histoires gênantes. On n'aime pas raconter des choses embarrassantes, surtout quand ce n'est pas flatteur pour soi. Mais le fait d'arriver à faire ce récit et à en rire soi-même permet de tout désamorcer. Et là, c'est formidable. Et ce que j'entends tout le temps, c'est « Mais comment ça se fait que ton père te laisse faire du stand-up » En fait, il me laisse pas faire. Il parle pas allemand. Il croit que je prêche. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Ça aussi, c'est un outil puissant dans ma boîte à booster ma confiance en moi. L'humour. Surtout quand je m'aperçois que tout va de travers. Parfois, j'ai beau être pleine d'audace et d'une belle assurance, on me refuse quand même le boulot de mes rêves. Le type du bar se carapate en douce
Et ma nouvelle couleur de cheveux, je préfère ne pas en parler. Comment garder confiance en moi quand un mauvais choix me revient en pleine poire? Ce n'est pas mon jour. Je paye ma tournée. En français, il y a une confusion, hein. Je ne sais pas si on la retrouve en allemand, entre être sûr de soi et avoir confiance en soi. C'est une confusion que beaucoup d'hommes et de femmes font. Ils disent « je voudrais être sûr de moi », alors que ce n'est pas du tout ça l'idée. Être sûr de soi, c'est être bête. Le monde est incertain. Alors c'est quoi avoir confiance? Eh bien, c'est accepter l'incertitude. Il y a au cœur de la confiance une manière d'apprivoiser l'incertitude et de dire « je ne suis pas sûr, mais j'y vais quand même. Mais j'y vais dans le doute. J'y vais, je vois. Je suis curieux, je suis observateur et je suis prêt à rectifier le tir en cours d'action. » Je dis souvent que la vie change en permanence. La seule constante, c'est le changement, et il faut sans cesse s'y adapter. Par exemple, j'avais monté un club de fitness qui a fait faillite, ou disons que j'avais mis un associé dans l'affaire. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé du jour au lendemain sans travail. Mince. Je n'avais plus un euro en poche, même plus de quoi m'acheter un sandwich. Ma plus grande crainte, c'était de devoir gérer mon insolvabilité par rapport à mon entourage. À cette époque-là, on pouvait encore compter sur les services sociaux. Je me disais que j'allais être soutenu de ce côté-là. Mais ça n'a pas été le cas. Quoi? Non. En fait, mes parents, mon ex-femme, ma fille, mes frères et sœurs ont tous eu un courrier leur demandant de faire état de leur compte en banque. Non? Si, ils devaient m'aider financièrement. Ton ex-femme a dû être contente. Oui, tous. Je ne savais pas que ça allait en arriver là, c'était très désagréable. C'est horrible. Là, j'ai tout de suite décidé de dire stop. Je ne voulais pas de cet argent. J'ai accepté les petits boulots qui se présentaient. L'essentiel était d'avoir un travail. Ce que je veux dire par là, c'est que les personnes qui ont de la volonté, qui ont un entraînement rigoureux et de la discipline, et qui croient en leurs capacités, sont capables de rebondir dans la vie, tandis que les autres restent en échec. Nous devons façonner notre vie, lui donner une forme positive, et continuer à toujours aller de l'avant. Tu penses que les arts martiaux t'ont aidé à traverser la vie? Il y a plusieurs décennies de cela, j'ai mis en place un fonctionnement qui est toujours le même. Quand je ne me sens pas bien, ou que je suis confronté à un problème que je dois résoudre, je m'entraîne avec encore plus d'intensité. Je suis complètement plongé dans ce que je fais, et j'oublie tout le reste. Et là, je retrouve le calme. Je suis quelqu'un qui doute énormément de moi. J'ai parfois du mal à prendre des décisions. Comment je peux apprendre à avoir confiance en moi? Je te conseillerais de ne pas être trop critique. C'est difficile. Ne pas vouloir être trop parfaite. Il y a à ce propos une histoire chinoise, je crois. C'est un maçon qui construit un mur avec, disons, 10 000 briques. Et il s'énerve, il n'est pas content. Quelqu'un passe par là et ce maçon lui demande « Qu'est-ce que vous pensez de ce mur ?» L'autre lui répond « Oh, il est magnifique !» Comment ça? Vous ne voyez pas cette brique-là qui n'est pas droite? Sur 10 000 briques, il ne voit que celle qui n'est pas parfaitement alignée. D'abord, l'autocritique est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Il n'y a rien de grave dans le fait de remettre en question son propre comportement. De même qu'il n'y a rien de répréhensible à vouloir s'améliorer dans ce qu'on fait. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, en revanche, c'est accorder trop de place à cette autocritique. Il faut rester toujours bien conscient de ce qu'on a réussi à accomplir. Certains psys ou certains coachs donnent un conseil assez mauvais. Comparez-vous à moins bien que vous. Il faut essayer de se comparer surtout à soi hier, à soi avant d'avoir progressé. Quand on manque d'assurance, c'est bien d'avoir de l'empathie pour les autres, mais il faut aussi en avoir pour soi. On peut se dire « Bon, je suis en plein doute, mais ce n'est pas grave » ou « Ça ne s'est pas bien passé, mais tant pis, ça arrive ». Et il existe des exercices pour apprendre à se parler à soi-même comme on parlerait à un ami compatissant. On peut travailler là-dessus. Je trouve que ce qui m'apporte beaucoup, c'est de ne pas rester centré sur moi-même.
Le fait de ne pas me sentir acculée, de vouloir absolument montrer ce que je vaux, de peur de perdre quelque chose. Quand j'ai vraiment très peur, je dis une prière. Je ne demande pas à faire un bon spectacle. Je prie pour que les gens passent une bonne soirée, quoi qu'il arrive, même s'ils doivent se moquer de moi. Je sais que c'est difficile à croire pour une humoriste, mais le plus important, ce n'est pas moi et mon bonheur. Oui, je crois que ça me ferait du bien de mettre encore plus mon ego de côté. Vous avez beaucoup d'invitations aujourd'hui à gagner en estime de soi et en confiance en soi, à travers cette idée qu'au fond de vous, il y aurait comme ça un joyau, un diamant, quelque chose d'extrêmement précieux. Moi, je ne crois pas. À l'intérieur de soi, il n'y a rien. Cette singularité, en quoi on doit prendre confiance, c'est de développer une manière singulière de sortir de soi et d'entrer en relation. Et bien ça peut me mettre en confiance. Quand je tisse des bons liens avec le monde, avec les autres, avec les objets, quand je sors de moi-même,